Bonjour à toutes et tous, Arrêt aujourd'hui dans le poumon économique du pays, le cœur de la bataille électorale. Nous sommes dans la capitale, Bruxelles. Nous allons nous promener avec nos candidats dans cette région et nous nous arrêterons sur 6 cases. 4 de ces cases seront des lieux symboliques pour aborder tous les défis qui attendent Bruxelles-Capitale. Mais il y aura aussi la case chance, où un candidat répondra à une question du votomaton et au final la case surprise. Bref, nos candidats connaissent désormais les règles, tout le monde a les cartes en main. Place à notre partie de Régiopoli. Et tout de suite, présentation en direct de nos candidats. Rudy Vervoort, tête de liste PS, bonjour. Bonjour. Vincent De Wolf, tête de liste MR. Bonjour. Joël Milquet, tête de liste CDH, bonjour. Michael Verboed, tête de liste PTB. Bonjour. Christos Doulkeridis, tête de liste Écolo. Bonjour. Et Didier Gauzoin, tête de liste FDF. Bonjour à tous et toutes. Arrêt donc aujourd'hui dans la capitale. Les défis pour Bruxelles sont nombreux. On va tenter de les décortiquer. Mais tout de suite, je vais tirer au sort le nom du candidat qui va nous emmener vers notre premier arrêt. Et c'est vous, Monsieur De Wolf, on le découvre ensemble. Parfait. Premier arrêt à Bruxelles Formation pour aborder l'un des défis majeurs. Le chômage des jeunes bruxellois atteint 29%, un jeune sur 3. Or, selon le patronat, 70 000 postes sont créés par an. Les jeunes ne sont pas formés pour les occuper. Comment se fait-il, Monsieur De Wolf ? Mais tout simplement parce que le gouvernement en place, le gouvernement Olivier, que nous avons là face à nous pour le moment, je dirais symboliquement en tout cas, veille à former 15% des chômeurs. Donc ça veut dire que 85% des chômeurs ne sont pas formés. Vous dites on tape à côté. Mais à concurrence des 15%, je reconnais que le travail est bien fait et que d'ailleurs pas mal de ces personnes-là sont mises à l'emploi. Mais c'est un non-sens de ne pas mettre plus d'argent dans la formation. Nous, dans notre programme, on veut sortir 50 000 personnes du chômage, non pas en créant des emplois, mais en permettant aux Bruxellois demain d'occuper les emplois qui existent. Parce que vous devez savoir, et j'en termine par là, que 90% des chômeurs ne parlent qu'une seule langue et souvent dans l'écrit ne sont même pas à niveau. Donc le et, que bilinguisme, ça doit être une 70%, priorité. et que 70% de ces chômeurs n'ont pas de diplôme d'humanité secondaire supérieure. Donc il faut vraiment des coachs, des examens linguistiques et des cours qui soient offerts. Joël Milquet, Monsieur De Wolf dit que le gouvernement s'est attelé à 15% des chômeurs et qu'il a laissé les 85% sur le côté. Monsieur De Wolf est dans l'opposition, donc je comprends qu'il ne dise pas nécessairement tout ce qui a été fait. Et il y a énormément de choses qui se sont faites, notamment en matière d'emploi des jeunes. Donc on a déjà une diminution du chômage des jeunes de plus de 6%, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays européens touchés par la même crise. Il y a quand même une inadéquation entre... Attendez. Et deux, ce qui a été mis en place et qui sera tout le défi des 5 prochaines années, c'est justement le système de la garantie jeune. C'est de dire que dès qu'un jeune s'inscrit au chômage, dans les 4 mois, il a ou un stage en entreprise. Et c'est vrai qu'il faut passer de 1500, 1600 stages d'insertion à 5000. Et c'est possible si on fait un accord avec les entreprises et annuellement, on s'engage à un grand nombre de postes. 2, une formation. Et là aussi, je pense qu'il faut passer de 20 000 à 40 000 offres de formation vers les secteurs porteurs de demain et en lien et en programme avec les entreprises également, ou un emploi. Et pour les emplois, si on est un jeune et qu'on est notamment uniquement diplômé de l'enseignement secondaire ou même pas, nous, ce que l'on propose, c'est qu'avec les matières transférées que nous allons recevoir en matière de soutien à l'emploi, qu'on puisse donner une activation à ces jeunes, ce qui permettrait, quand un indépendant l'engage, de ne payer plus que 200-300 euros au lieu des 1000 qui continueraient à être payés par l'année. On va se tourner vers le PTB. Quel bilan vous dressez justement du gouvernement, de sa politique de l'emploi, je le dis, un jeune sur 3, pour l'instant à Bruxelles, est au chômage. Je pense que la première chose à faire, c'est évidemment développer le bilinguisme. Donc nous, on prône le développement de classes en immersion partout à Bruxelles dès la maternelle. Il y a 300 écoles en immersion en Wallonie. Il n'y en a que 12 qui pratiquent l'immersion à Bruxelles. Ça, c'est déjà une première chose parce qu'on sait que le bilinguisme, c'est un plus sur le marché de l'emploi. Quand vous entendez tous les projets énoncés par Joël Milquet, là, vous êtes convaincu ? Alors, moi, je ne suis pas du tout convaincu parce que quand on regarde les chiffres d'Actiris, il y a une offre d'emploi pour 48 demandeurs d'emploi dans les chiffres d'Actiris. Donc, le premier problème, c'est qu'évidemment, il faut créer de l'emploi. Et nous, on ne trouve pas ça normal. Et je rencontre plein de gens sur le marché qui me disent « Moi, je dois travailler plus longtemps. » Mais le patronat bruxellois dit qu'il y a de l'emploi. C'est justement un problème d'adéquation. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire travailler les gens plus longtemps, des gens qui doivent travailler plus longtemps alors que leurs propres enfants sont au chômage et ne demandent qu'une chose, c'est de travailler. Nous, on propose des jobs relais, c'est-à-dire le droit pour un travailleur à 58 ans, partir à la pré-pension. Et ça permettrait de libérer une place pour un travailleur plus jeune et de lutter contre le chômage des jeunes. On va rester sur l'inégation entre la formation quand même et les besoins. Monsieur Vervoort, comment se fait-il qu'il y a quantité de postes disponibles en région bruxelloise, mais que ce n'est pas les Bruxellois qui en profitent?
Mais je pense qu'il va falloir travailler à différents niveaux. Et le premier niveau sur lequel il va falloir mettre l'accent, c'est l'enseignement. Je pense qu'avec l'évolution institutionnelle, les régions pèseront demain beaucoup plus dans ces politiques-là aussi. Mais on a envie de dire pourquoi ça n'a pas été fait avant. Et je pense que, écoutez, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on doit mettre l'accent effectivement sur l'apprentissage des langues, que Bruxelles doit s'affirmer comme étant une région différente de la Flandre et de la Wallonie. Mais ça veut dire aussi que Bruxelles va devoir mieux travailler demain avec les deux communautés ensemble pour pouvoir développer un enseignement qui effectivement correspond aux attentes des Bruxellois. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que les institutions n'évoluent pas nécessairement au même rythme que les besoins. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans ce cas de figure-là où nous allons pouvoir être en demande et en position pour pouvoir le demander de manière crédible, c'est une première chose. Et au niveau de la formation, je pense que là, et on l'a fait dans ce gouvernement-ci, on a mis 40 millions d'euros sur la formation. On a décidé que l'ensemble des acteurs qui travaillent autour de l'emploi, Actiris, Bruxelles Formation, le VDAB, ça veut dire les Flamands aussi, devaient justement coordonner, vont travailler même ensemble. Physiquement, ils vont travailler ensemble. Et donc, c'est toutes les énergies qui vont se tourner vers la formation. Christos Doulkeris, quand vous entendez l'opposition, le MR dire le gouvernement a tapé à côté, on s'est occupé, on a bien fait le job pour 15%, mais pas pour le reste. C'est la vérité, non, mais les chiffres. Simplement, réaction. Allez, il faut être sérieux un peu. On est en période électorale, vous demandez à l'opposition de donner son avis sur ce que la majorité a fait. Forcément, il ne faut pas nous dire vous avez super bien travaillé, votez pour eux. Mais peu importe. Les chiffres sont quand même... Les chiffres sont quand même alarmants, ça doit quand même être interpellant. C'est la vérité des chiffres. Je réagis par rapport à la réalité bruxelloise. Et elle m'interpelle évidemment. Il y a une partie de cette population, et malheureusement les plus jeunes, qui ont l'impression qu'ils vont avoir un avenir qui est peut-être moins bon que celui de leurs parents, ce qui est totalement dramatique. Donc moi, je n'ai pas de difficulté à dire que dans le travail que nous avons fait, qui a été, je pense, dans la bonne direction. On a augmenté les budgets sur la formation. Il reste beaucoup à faire pour redonner un peu d'espoir en cette jeunesse. Et la question de l'enseignement, elle est fondamentale. Nous portons aussi cette exigence de pouvoir dire, prochaine législature, lançons un signal clair. Il faut des écoles bilingues. Il faut remettre de l'ambition dans des écoles qui cumulent pas mal de difficultés, en ayant peut-être plus d'enseignants pour travailler avec moins d'élèves. Il faut aussi faire en sorte que, au niveau de l'emploi qui est créé, soit accessible à tous, qu'on arrête les discriminations à l'embauche. Parce qu'il y a aussi beaucoup de publics qui passent d'une formation à une autre sans jamais accéder à un emploi. Et ça, c'est aussi une grande difficulté que l'on a. Monsieur Gossuin, quand vous entendez justement les différents intervenants dire tous bilingues, on a envie de lancer un slogan, quoi. Tous bilingues en 2020, pour reprendre une autre expression qui était normalement tous bilingues en 2020. Bien entendu qu'il faut l'apprentissage des langues, mais permettez-moi quand même d'insister. Le véritable déficit, c'est notre enseignement. On est coté un des plus mauvais enseignements, et notamment l'enseignement qualifiant et professionnel. Vous devez savoir que 70% des jeunes qui rentrent dans l'enseignement qualifiant échouent. Ça veut dire que chaque année, des jeunes de 18 ans, 1000 à 1200, arrivent sur le marché du travail sans qualification. Quand vous n'avez pas de qualification ou une faible qualification, il y a très peu de chances d'avoir un emploi. 70% des demandeurs d'emploi à Bruxelles sont sans qualification. C'est ça. Ça, c'est pour le bilan. Et qu'est-ce que vous proposez du coup? Il faut revoir l'enseignement qualifiant. Donc ça veut dire que si le FDF est de la majorité à Bruxelles, on mettra l'enveloppe budgétaire. Revoir l'enseignement qualifiant et professionnel. Il faut revoir l'image que l'on a sur les métiers. Alors bien sûr qu'il faut l'apprentissage des langues. Mais avant ça, il faut une qualification. On cherche des bouchers, on cherche des clercistes, on cherche des panoteurs, on cherche des chauffeurs de poids lourds, on cherche des mécaniciens. Bref, on cherche tous des métiers qui sont en pénurie. Que nos formations aillent vers ces créneaux-là et vers ces besoins, et qu'enfin on ait un enseignement qui soit digne de qualité. 30 secondes, Joël Milquet, réaction. Monsieur Gossuin oublie de dire que tout l'enseignement qualifiant est en pleine réforme profonde, qu'il y a eu tous des nouveaux référentiels qui ont été négociés pendant toute cette période, pas avec des communiqués de presse tous les jours, avec le monde de l'entreprise, qu'il y a des projets. Et en gros, ça va porter les fruits une entreprise qui reçoit des stagiaires. Et il oublie de dire... Donc c'est une réforme qui est en cours et qui doit encore être comptée. Et on verra En justement... 10 secondes, il oublie de dire qu'il avait une école technique professionnelle à Ouderghem qu'il a fermée. Que nous avons dû fermer, c'est Val Duchesse qui l'a fermée. C'est vous qui avez fermé cette école. Vous avez... On va rester courtois et on va passer à notre prochain arrêt. Je vais tirer au sort, justement. Messieurs, je vais tirer au sort le nom du candidat qui va nous y emmener. Et c'est Madame Milquet. On découvre ensemble notre prochaine halte. C'est un pur hasard. Escale à l'aéroport de Zaventem, un aéroport situé donc en Flandre, mais les décollages et atterrissages des avions perturbent quelque peu le sommeil des Bruxellois, un peu beaucoup, disent même certains, depuis le 6 février, depuis le lancement d'un nouveau plan, le plan de Melchior Watley, secrétaire d'État Ce n'est pas CDH. le plan de Melchior Watley, C'est en tout cas le plan lui du gouvernement Le Terme qui a la compétence. 2008, oui. Allez, on va préciser deux choses. La région wallonne, la région flamande,
a introduit un recours en conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'en gros, la situation est gelée pour l'instant pendant 60 jours. Et deuxième élément, une étude de l'ULB parue dans la presse ce week-end démontre bien que les routes survolent les zones les plus densément peuplées. Comment se fait-il, Madame? Eh bien, ça conforte dès lors mes demandes qui sont formulées depuis la mi-avril et que j'ai déposées au Conseil des ministres une fois avec Melchior Wathelet et que Melchior Wathelet a après exigé en instruction, mais qui ont été bloquées, hélas, par un recours du gouvernement flamand et qui visait à dire quoi? D'abord, nous devons diminuer fortement et le plus rapidement possible et supprimer entièrement les nouvelles nuisances parce qu'elles ne vont pas, ces nouvelles routes ne vont pas, il faut les changer, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et on est venu avec des propositions, à la fois l'utilisation de la route Ikea, à la fois l'utilisation de la route du Ring. Sans rentrer dans des éléments très techniques, oui, mais Madame ça Milquet, soulageait juste de une plus de précision, parce que 50% tout de cette suite étude de les l'ULB nuisances. montre que des indications ont été Mais c'est données pour à ça. M. Wathelet lors du Conseil des ministres en 2012 déjà, en disant qu'on devait limiter la concentration des vols sur les zones densément peuplées. Melchior Wathelet a fait une interview dans Le Soir qui est très claire. Le problème Certains n'est disent pas qu'il là. a menti, pour dire clairement mais les non, choses. il n'a absolument pas menti, il a démontré dans Le Soir, ce n'est pas ça le problème. Le problème maintenant, c'est de nous en sortir et le plus vite possible. C'est ça qu'attendent les Bruxellois, pas des petites joutes électorales. Et moi, je veux qu'on s'en sorte tous. Et comment? D'abord en étant unis. Deux, en travaillant dès maintenant. Cet après-midi, nous avons justement réuni tous les groupes de riverains pour voir et préparer avec eux. Et après, je pense, tout de suite après les élections, que tous les partis y travaillons pour que nous arrivions en front uni, au niveau On va imminent passer la de la parole justement à tout négociation le du monde. gouvernement fédéral. Pour dire quoi? Pour dire qu'on veut une diminution drastique de tous les survols à Bruxelles et pas d'aller simplement remettre chez les uns, chez les autres. Deux, que l'on veut d'un allongement de la piste pour faire des virages qui ne survolent plus Bruxelles, avec d'autres aménagements techniques. Je suis obligé de vous Et couper, Madame Milquet, oui, pour essayer mais de c'est respecter le temps de important. parole. Donc, Monsieur De il Wolf, faut changer Madame Milquet cela. lance un appel, dit francophone, soyons unis. Alors vous suivez Joël Milquet là sur ce Alors, dossier-là? je vais dire oui dans un deuxième temps. Je vais d'abord être très clair. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Il faut quand même savoir que l'étude de l'ULB que tout le monde a en main maintenant montre qu'il fallait faire un rapport d'incidence, ce qui est logique. Hein. Quand on construit une maison avec un parking, il faut une étude d'incidence ou un rapport d'incidence. Dans le futur Ça n'a projet pas, de loi. je ne vous Mais ai ce pas n'était interrompu. applicable pour le Vous- passé, hélas. Ce n'est pas vrai. Concrètement, Je pour les t'ai- Bruxellois qui sont Alors, donc, je vais vous survolés dire, il fallait matin faire un rapport et soir. d'incidence. Il fallait que ce rapport soit communiqué après au gouvernement. Il fallait concerter avec les gouvernements régionaux. Il fallait concerter avec les riverains. Tout ça n'a pas été fait. Et c'est évidemment un manquement grave de M. Mais c'était pour les Wathelet. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On Alors, prend tout et moi, on je jette à la réponds poubelle et on revient clairement, je réponds au clairement plan que précédent? comme candidat ministre-président, je prends mes responsabilités et je soutiens le moratoire. Parce qu'on ne peut pas continuer, laisser cette situation durer pour parler bruxellois, où on sait que la sécurité des Bruxellois est menacée. On sait très bien que lorsqu'il y a un accident aérien, c'est très souvent au décollage. C'est le seul pays au monde où les avions décollent systématiquement sur Bruxelles, mais je dis aussi, par rapport à l'appel qui a été fait, je lance le même appel, parce que je ne veux pas non plus qu'on Donc vous nous relance tout, rejoignez, déjà, qu'on relance tout pendant des années sur sur Wezenbeek, le Noordtrand, etc. Et donc il faut que Allez. les partis, je termine, démocratiques, bruxellois, francophones et flamands, unis, Soient unis sur aillent ce au dossier. fédéral après les élections Christos avec une solution Doulkeridis. et se plaident pour ça. Sur Voilà, ce dossier, on on me sait que la ministre Heutenbroek a attaqué justement aussi ce plan fédéral. Donc là, en tant que Bruxellois, quelle est votre position? On entend le maire dire qu'il faut un moratoire. Reconnaissez quand même que sur ce dossier, Écolo a une position totalement cohérente depuis plus de 10 ans. On n'a effectivement pas soutenu la décision qui a été prise Vous dites par... ça parce qu'on rappellera pour le téléspectateur tout de même qu'en 2003, il y a eu une crise justement avec Attendez, une on a dû ministre quitter durant le au gouvernement fédéral. parce pour ça. qu'on n'acceptait pas une ligne qui survolait, Donc vous êtes une route cohérent, qui mais survolait concrètement, Bruxelles. pour les Bruxellois, Et donc, que par proposez-vous? rapport à ça, Evelyne Heutenbroek, avec l'ensemble du gouvernement, a pris ses responsabilités en faisant en sorte qu'on intente une action en cessation pour justement suspendre le plan qui était adopté Et par du le coup, fédéral. depuis lors, on Par balance rapport à ça, je les voudrais concentrations de l'un à l'autre. Et on juste- intervient dans la procédure, juste d'ailleurs. souligner le fait que sur ce point-là, qui n'est pas un point si facile sur le plan communautaire, l'ensemble du gouvernement a réussi aussi à se mettre sur une position commune. Et c'est clair que les Bruxelloises et les Bruxellois demain, au niveau politique, pas seulement au niveau des élections, mais aussi après les élections, devront être capables de dire on ne peut pas survoler une zone densément peuplée comme Bruxelles. Et ce sera une revendication qu'il faudra porter courageusement. Parce que quand je vois que la Flandre intente en plus une action contre le plan Wathelet, alors que quand même, s'il y a un vrai problème au départ, c'est parce que les routes aériennes les plus cohérentes
qui doivent être survolées, ce sont les zones les moins densément n'en veulent peuplées. pas, justement. Donc en Flandre, alors qu'ils continuent en plus à faire des recours, ça c'est encore plus inacceptable. Donc après les élections, c'est là qu'il faudra voir la cohérence des unes et des autres. Monsieur Gossuin, sur ce thème du survol, on voit bien que ces atterrissages et ces décollages, on se les balance entre flamands et francophones depuis 10 ans. Là, Soyons concrètement, clairs. comment dénoue la Le situation? plan Watley est une erreur. Et même les protagonistes l'ont reconnu. C'est une erreur et aujourd'hui on sait que ce plan est basé sur des approximations, voire sur des illégalités. On ne respecte pas l'accord de 2008, on ne respecte pas des principes essentiels. Donc on revient à la case départ. Mais ça veut donc dire que dans un état de droit, une décision illégale ne peut plus exister. Et donc ce gouvernement et l'ensemble des partis du gouvernement fédéral ont maintenant la responsabilité d'annuler une décision illégale. Et comment on va faire passer ça chez les Flamands? Attendez, non, ce n'est pas là le problème. La décision est illégale. Si une décision est illégale, elle doit être annulée, sans quoi l'état de droit n'a plus aucune crédibilité au niveau du politique. Aujourd'hui, l'étude de l'ULB-LIGEAT montre très clairement qu'on n'a pas respecté les procédures, qu'on n'a pas respecté les directives, qu'on n'a même pas respecté l'accord de 2008. Et donc, le gouvernement fédéral doit s'honorer à retirer une décision illégale, sans quoi les Bruxellois vont déguster pendant des années et tout ce qu'on va remporter va être Alors, encommissionné. on va passer la parole on connaît les difficultés à la en majorité, mais avant cela, la position du PTB sur ce dossier communautaire du survol de Bruxelles. Nous, justement, on refuse de rentrer dans cette logique politicienne du jeu communautaire. Mais il faudra quand même résoudre le problème. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Nous, ce qu'on propose, évidemment, il faut revoir le plan Watley en tenant compte, évidemment, des impératifs de sécurité et de densité de population. Mais on pense aussi que tant qu'on est dans une logique de concurrence entre les aéroports, concurrence entre les régions, on ne s'en sortira pas. Et donc il faut un plan national de dispersion. Et donc de vol. balancer un peu des avions bruyants à Liège, un peu à Charleroi, un peu au nord. On est un mouchoir de poche ici depuis longtemps. en Belgique, et donc c'est pas logique qu'il y ait une concurrence comme ça entre les aéroports. Dans tous d'autres pays européens, il y aurait une coordination nationale de comment est-ce qu'on Pas fait certain que Liège et Charleroi vont applaudir du coup. Voilà, mais nous je pense que c'est effectivement dans une logique de coopération entre les aéroports. Rudy Vervoort, on entend M. Gossuin dire, eh bien voilà, il y a un échec du gouvernement fédéral sur ce plan-là parce que le plan est illégal de M. Watley. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le gouvernement bruxellois, lui, a pris ses responsabilités. Il a introduit l'action en cessation environnementale. Et cette décision n'a pas fait l'ombre du moindre conflit communautaire Mais intra-bruxellois. vous êtes représenté quand même au gouvernement fédéral en Cairn, ça a été discuté quand même avec la M. fonction Watley. de vice-président à la région Oui, mais bruxelloise. bon, le parti socialiste est présent dans la majorité à la fois à Bruxelles et à la fois au Oui, fédéral. mais enfin, écoutez, dans un État fédéral adulte, les régions peuvent exprimer des points de vue qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux d'un autre niveau de pouvoir. C'est quand même ça le sens d'un État Donc, fédéral. quel message vous donnez aux Bruxellois alors sur ce thème? Très simple, on ne respecte pas les arrêtés, la légalité des mesures qui sont en vigueur à Bruxelles. On attaque en justice, c'est ce que nous avons fait. Et donc votre là- objectif pour la et donc prochaine là- législature, c'est de revenir à la case départ? Non, mais pas du tout. Ce que démontre en tout cas aujourd'hui ce dossier, c'est que l'absence d'un organe de contrôle indépendant, c'est ce qui a, je dirais, pollué totalement le débat, parce qu'aujourd'hui on s'envoie des études, des chiffres, et on est dans la l'absence de subjectivité, concertation et on est d'information dans la aussi, hein. subjectivité totale. Ce que nous demandons, c'est effectivement des solutions structurelles qui respectent Bruxelles, bien évidemment, mais croire qu'il n'y aura plus un seul avion au-dessus de Bruxelles demain, alors ceux qui vous racontent ça, ils vous racontent n'importe Quand quoi. c'est pas chez l'un, c'est chez les autres. quoi, hein. Exactement. Donc ça, il faudrait quand même aussi qu'on soit honnête vis-à-vis de l'électeur, mais qu'effectivement, on respecte un certain nombre de principes, les principes de précaution, les zones densément peuplées, les nuits. Mais la Je pense que ça, ce situation sont actuelle ne peut pas durer. tous ces Ça ne peut éléments-là pas dont durer. il faudra tenir compte, mais il y a aussi un enjeu On ne peut pas avoir des économique. nuisances Voilà. et jamais des avantages. Exactement. Et on verra il y a justement. un enjeu économique majeur, et on l'a vu ce matin, parce que croire qu'on va comme ça délocaliser sans que la Flandre ne vienne dire on n'est pas d'accord, ça. Faut pas être naïf. Allez, on va passer au thème suivant parce que il y a d'autres préoccupations, je crois, pour les Bruxellois, et c'est M. Verboen qui va nous y emmener. On le découvre ensemble. Et on parcourt quelques instants la petite ceinture dans le centre de Bruxelles, à l'arrêt, je crois, en ce moment, 7h de midi. Ça nous emmène à aborder justement la question de la mobilité. Je vais vous demander d'être assez court parce que le temps presse, même 30 secondes, sur cette question très précise. Est-ce qu'il faut pour limiter la voiture dans la capitale, est-ce qu'il faut faire payer l'automobiliste? Est-ce qu'il faut limiter la pression automobile? Oui. Est-ce que c'est par la taxation qu'on va y arriver? Nous, on pense que non. C'est de nouveau une taxe en plus sur les travailleurs, sur les citoyens. Donc, nous, on est contre ça. On prône plutôt développer le transport public et diminuer le tarif. Donc, on est contre la taxation, mais pour la diminution du tarif des transports en commun. Parce qu'on Et sait c'est qu'un- tout l'inverse de ce que le gouvernement a fait pour l'instant. On sait qu'il y a un projet de taxe kilométrique qui a été mis à l'étude pour voir quelle incidence ça avait justement sur les différentes classes de population. Mais c'est une taxe injuste.
injuste parce qu'en fait, elle va toucher tous les travailleurs. Et donc, ceux qui vont pouvoir s'en sortir, ce sont ceux qui ont le plus de moyens. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. On est contre les taxes injustes comme la taxe au kilomètre qui est proposée. Christophe Doulkelirdi, sur cette question donc précise, est-ce qu'il faut à un moment donné faire payer l'automobiliste D'abord, juste dire pour que éviter qu'il prenne sa voiture? la pollution qui existe à cause du fait qu'on ne prenne pas suffisamment de mesures, ce n'est pas seulement les riches qui la payent. Hein. Je veux dire, les pauvres sont les premières victimes de la pollution. Les pauvres sont les premières victimes de tous ces polluants qui existent dans l'air et qui sont notamment liés. Et donc, ne pas prendre la responsabilité. Allez, je vous avais demandé d'être pour. Est-ce que vous êtes pour une taxation de l'automobiliste? D'abord, une taxation de l'automobiliste existe déjà. Il paye une taxation tous les ans. Évidemment, la taxe de circulation, etc. Donc, il faut faire en sorte qu'on n'augmente pas la pression, mais on influence les comportements. Par rapport à ça, donc, il faut absolument améliorer le nombre, les transports en commun, surtout ceux qui viennent en dehors de Bruxelles, parce que les difficultés de circulation qu'on a à Bruxelles, c'est aussi, et que la SNCB, par exemple, arrête de supprimer des trains comme elle vient de prendre la décision le matin et les derniers trains, qui inévitablement oblige un certain nombre de travailleurs, comme vous le dites, à utiliser leur véhicule Didier pour venir à Gossuin, Bruxelles. on entend l'écolo dire qu'il faut taxer certains comportements, donc sous-entendu les gros rouleurs, eh bien parfois doivent peut-être payer plus s'ils utilisent beaucoup leur voiture. Écoutez, soyons pas démagogues. On ne changera les comportements que si effectivement on utilise mieux la fiscalité automobile. Aujourd'hui, celui qui possède son véhicule ou celui qui l'utilise n'importe comment sont taxés de la même manière. Si on veut faire changer les comportements, on ne doit pas taxer plus, on doit taxer mieux, on doit revoir la fiscalité automobile. Et c'est vrai qu'on doit aussi mettre toute la gomme sur les transports en commun. Le RER pourrait dès 2016 être en fonction s'il y a une volonté politique, notamment au niveau fédéral, de faire circuler ces trains. Et là, il y aura une réelle opportunité pour les nafteurs d'utiliser les transports en commun plutôt que la voiture. Donc péage urbain, taxe kilométrique, vous êtes contre? Je suis pour une fiscalité qui soit adaptée et qui change les comportements. Et donc, à un moment donné, si la région wallonne ou si la région flamande ne prend pas ses responsabilités, eh bien oui, les Bruxellois devront prendre les leurs parce qu'on ne peut accepter que notre région soit embouteillée. Joël Milquet, on essaie d'harmoniser vos temps de parole, donc soyez très très court au CDH. Vous êtes pour justement une taxation supplémentaire sur les gros automobilistes qui utilisent beaucoup leur voiture? Non, parce que je ne pense pas que c'est en taxant les Wallons qui viennent travailler qu'on sera à la fois solidaire et qu'on trouvera les solutions. Par contre, il faut diminuer la pression de la voiture. Et donc pour ça, il faut des parkings de dissuasion, il faut le RER, le REB, une augmentation des transports en commun et aussi pour nous, des avantages fiscaux des entreprises qui puissent avoir le choix, au lieu de donner 400-500 euros par mois d'avantages aux voitures de société qui encombrent toutes les routes et qui obligent presque à utiliser la voiture là où on pourrait faire d'autres choses, que l'on puisse dès lors participer par exemple au coût de déménagement et à l'allocation de logement de la personne qui vient travailler à Bruxelles. Je suis désolé, mais je dois vous couper parce que vous êtes Ramenez- en train d'exploser votre compteur. on a plein d'idées, La position, donc voilà. oui, la position sur la mobilité, est-ce qu'il faut à un moment donné éviter de prendre sa voiture et donc pour cela, OMR, on est taxer. clair, on est contre. On est contre la taxe au kilomètre, on est contre l'octroi moyenâgeux pour rentrer à Bruxelles. Et cela, pourtant dans le livre de monsieur certainement, Oui, certainement, tant que les transports en commun ne sont pas répartis partout. Vous avez arrêté le programme de métro, vous n'avez pas crié, on vous a n'avez obtenu pas l'argent crié de pour le parking de faire. dissuasion. On a Je voudrais terminer. Plus personne ne comprend rien, vous terminez. Je termine. Vous avez arrêté le programme d'extension de métro. Parking dissuasion sont au point mort. Quand le REB fonctionnera, ça ira mieux. Il y a 200 000 voitures qui rentrent dans REB Bruxelles. que nous Et proposons. pour que les gens changent Et que vous d'habitude, bloquez au il faut fédéral. d'abord que le transport en commun fonctionne à Bruxelles de manière harmonieuse. Et ça, c'est votre responsabilité. Vous ne l'avez pas fait. Donc nous, on est contre cette taxe, effectivement. Rudy Vervoort, M. Piquet, en quittant le poste de ministre-président, a dit « la mobilité, ça c'est un échec Effectivement. Alors, moi, je vais vous répondre ceci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Bruxellois. Et les Bruxellois, eux, à plus de 40% ne possèdent pas de véhicule. Ben oui. C'est peut-être une chose qu'il faut savoir. Donc, le problème de la mobilité, c'est la mobilité entrante. Donc, c'est les voitures qui, tous les matins, rentrent dans Bruxelles. Et donc, par rapport à cela, il faut parfois je pense taxer. attendez, par rapport à cela, je pense qu'il faut envisager toute mesure qui favorise un mode de transport alternatif. Nous disons, 2016, le RER, on peut le mettre en route. À 70%, le RER, il est là, il existe, les voies sont posées. Alors qu'on le mette en œuvre, qu'on le mette en service. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut envisager toute mesure qui, effectivement, encourage. Alors, la fiscalité, ça peut encourager. La Pourquoi est-ce que fiscalité les n'est pas... tarifs de la La fiscalité n'est pas... La fiscalité n'est pas un maintenant, gros mot en alors soi. qu'avant, La fiscalité, c'est pas un gros payent leur mot. abonnement. Les Dès pensionnaires l'instant, pauvres ne Monsieur payent pas leur Vervoort termine, abonnement. on va passer. Oui, Une majorité des Français Ne montrez pas du Tous les Monsieur pensionnaires Vervoort va terminer. Plus personne n'entend rien là. peu différent. Plus personne n'entend rien. Ne Monsieur montrez pas Vervoort du termine doigt et tout on le temps, c'est Monsieur De Wolf. agressif, monsieur Doulguer. Monsieur De Wolf. On va écouter. Monsieur De On Wolf. va écouter Monsieur fait pas Vervoort qui ça, termine. on fait pas ça. Et messieurs, sinon, moi j'ai
j'abandonne tout, hein. Je vous laisse parler. Hein. Allez, monsieur Vervoort, vous terminez sur ce thème-là et puis on passe à notre thème suivant. Merci. Donc la fiscalité, ça peut encourager aussi. Et par rapport à la fiscalité automobile, moi j'entends simplement une chose, c'est que curieusement, tout le monde économique demande une véritable réflexion sur la mobilité en termes automobiles. Parce que ça a un impact, justement, et ça fait fuir certaines compris la FEBIAC, qui représente les constructeurs automobiles, ils disent qu'il faut absolument changer. Allez, messieurs, on va passer à notre thème suivant, et c'est avec vous, monsieur Vervoort, on le découvre ensemble. Et on se déplace vers le Ezel qui va être complètement transformé et rénové. Le projet s'appelle Néo. Il va y avoir des logements, des commerces, des hôtels, un espace commercial, des infrastructures sportives. Concrètement, monsieur Vervoort, est-ce que vous vous engagez vis-à-vis des Bruxellois? Est-ce que ça va profiter aux Bruxellois, ces projets-là? Oui, tout simplement parce que les conventions avec Actiris seront obligatoires dans le chef de ceux qui vont développer le projet. Ça veut dire qu'il va falloir s'adresser aux demandeurs d'emploi bruxellois en premier lieu et en priorité. Et on vise quoi là? Ce sont des emplois pour des personnes peu ou moyennement qualifiées. Donc le projet Néo, c'est quoi? C'est évidemment 600 logements, mais ce sont aussi 3000 emplois directs, centre commercial, un centre récréatif, le Spiruland dont on parle. C'est un investissement qui va frôler le 1 milliard d'euros ici sur Bruxelles. Ça veut dire qu'on a vraiment là un Bruxelles qui gagne sur des projets. Je vous coupe parce que vous êtes en train d'exploser votre temps de parole aussi. J'explose? Oui, alors on va passer la parole à M. Vervoort. Du moment vous que allez Bruxelles écouter, gagne, je crois, c'est très bien. attentivement, convaincu justement par ce projet Néo qui va, eh bien, nous dit-on, À votre avis. Non, qui nous dit-on, va évidemment booster pas, la région et les emplois. Mais non, mais on est toujours dans des projets bling-bling comme ça qui, soi-disant, vont rapporter de l'emploi. Hein, on avait dit avec l'Euro 2000 que ça allait rapporter plein d'emplois aussi à Bruxelles. On voit que ce n'est pas. Non, mais je On pense parle que. d'1 milliard d'investissements. Non, mais je pense que ce qui est important, c'est de prendre en compte les besoins de la population à Bruxelles. Je pense que les besoins de la population, c'est pas de construire des centres bling-bling, de centres de conférences, de centres commerciaux. C'est pas du tout ça la priorité des Bruxellois. On va passer la parole à M. Doulkeridis et je crois que vous répondrez après parce qu'on me dit que vous avez encore droit à quelques secondes de temps de parole au PTB. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est effectivement, on avait des zones qui étaient réservées. Il y a le Ezel, mais il y a aussi toute la zone du Canal. Il y a Scarbeck Formation, il y a Scarbeck Josaphat. Mais on et entend dans ces beaucoup de zones, Bruxellois dire... il faut rencontrer l'intérêt des Bruxellois. L'intérêt des Bruxellois, c'est quoi? C'est plus de logements, notamment des logements publics, plus d'entreprises qui peuvent créer des emplois accessibles aux Bruxellois. On est ici au centre, à Reyers. Toute cette zone va pouvoir aussi être redéployée dans une vocation. Et est-ce que vous pouvez réellement garantir aux Bruxellois que ça va leur profiter? Toute la zone du Canal, c'est 200 millions qui sont injectés, 200 millions dans le cadre des fonds FEDER, pour justement soutenir des alliances sur des thématiques et des secteurs, l'alimentation, la construction durable, les secteurs créatifs, parce que la culture, elle crée énormément d'emplois, elle est très importante. Donc, ce n'est pas des trucs bling-bling, c'est des trucs qui sont en lien avec l'importance et les secteurs qui sont très importants pour Bruxelles, à savoir la création de l'emploi. Monsieur De Wolf, quand vous entendez cet enthousiasme-là, est-ce que vous êtes convaincu, vous applaudissez, vous dites, ouais, voilà, ça va relever, entre guillemets, la région aussi, ces projets-là? Tout d'abord, je souris. Parce que ce gouvernement qui est resté bloqué anti-PPP, donc les partenariats publics-privés, les conventions avec le privé pendant des années, finalement, in articulo mortis, à la fin de son existence, il va. Alors, il y va avec un système un peu compliqué entre la région et la ville. Mais nous, on espère que ça fonctionnera, effectivement. Quand j'entends que ça va créer 3000 emplois, je me dis 3000 emplois en 2021, quand même, puisque si j'ai bien vu, alors à ce ça va moment-là, on sortir. lance rien, si on projette... Ah, mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, mais quand je dis ceux qui vont construire, ils vont être engagés tout de suite. quand je dis qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que les Bruxellois aient de l'emploi pendant 10 ans. Il faudra encore attendre 10 ans pour que ça sorte, mais c'est mieux que rien, ça c'est vrai. Et ce projet, je pense, est de nature à valoriser Bruxelles, notamment sur le plan commercial, sur le plan économique, Madame Milquet, sur le plan du logement. Madame Milquet, Ça, je on l'a suis vu d'accord, avec ça, je notre suis passage du votomaton, que vous pouvez aller voir sur notre site internet. Ça concerne quand même beaucoup les Bruxellois. Ils se demandent réellement s'ils vont en profiter. Donc, comment vous pouvez garantir que ça va bénéficier, alors, en termes de logement, en termes d'emploi, aux Bruxellois? Le projet, d'abord, est magnifique. Il va y avoir des logements nouveaux et on a besoin de places en plus. Il va y avoir des espaces verts et on a besoin d'oxygène. On va, à partir de là, pouvoir coordonner tout le pôle événementiel, culturel, coordonné de grandeur aussi touristique et événementiel pour tous les Bruxellois. C'est formidable. On va pouvoir attirer enfin les espaces de congrès qui ont besoin de places importantes, voire des sommets, avec un hôtel adapté, alors que c'est la demande et qu'on est la première ville diplomatique internationale et qu'il y a des retombées en Horeca, en hôtel. Bref, et donc, une réelle dimension internationale. Mais non, mais allez, c'est bon en tout ce projet. Allez, monsieur Gossoin, c'est bon en tout, dit Madame Il Milquet. ne faut pas être négatif pour négatif. La ressource première de la région, c'est son foncier. Chaque fois qu'on valorise le foncier,
on valorise Bruxelles, on crée de l'emploi, on crée de la richesse. Et donc oui, le projet NEO est un bon projet. On peut dire il a traîné, mais c'est un bon projet, comme tout projet qui doit valoriser nos réserves. Et est-ce que le Bruxellois va vraiment pouvoir bénéficier de ces logements, par exemple ? On ne sait toujours pas ce qui exemple va se passer avec le Stade, évidemment. Aujourd'hui, il est dans le projet. En réalité, le Stade ne sera pas compatible avec du logement tout autour, mais on parlera de cela lorsqu'on aura la position définitive sur le Stade national. Mais oui, il faut continuer à valoriser le foncier. C'est ça l'avenir pour Bruxelles. Mais est-ce que les logements, par exemple, qui vont être construits, ça va probablement ça va être des nouveaux logements. Est-ce que ça sera réellement accessible aux Bruxellois de base ? Il y a des logements qui seront dans les logements privés, il y a des logements qui seront à des prix moyens et il y a des logements sociaux. Donc je pense que c'est comme dans toutes les villes, c'est la mixité. Donc croire que quand on valorise le foncier, c'est négatif pour le territoire, ça c'est une erreur évidemment. Et il y a, excusez-moi, pas de bling-bling là-dedans. Miser sur le tourisme, c'est l'économie, une des économies de demain pour Bruxelles. Allez, Monsieur Verboyen, une réaction. Quand vous entendez justement les différents projets, on entend de l'enthousiasme, un certain investissement, 1 milliard, des logements sociaux aussi, une garantie, donc un accès à tous, entre guillemets. Mais quand je compare avec une ville comme Vienne, là où il y a 6500 logements sociaux de qualité qui sont construits, 6500 logements, vous pouvez aller vérifier, monsieur. Mais 40 000, il faut 40 000 euros de... C'est moi qui parle. Il a la parole. Allez, Non, mais simplement de dire que c'est sociaux. Monsieur Doulkeridis, on va laisser On parler ne pas tromper juste Monsieur Verboyen. Mais non, justement, allez voir à Vienne. Mais j'ai été voir, 1500 je logements les connais sociaux très de bien. qualité par an qui sont construits à J'ai Vienne. été les voir, ça mais ce n'est crée pas des logements 14 sociaux. 000 emplois. Je vous demande juste de ne pas dire ça. Donc concrètement, par rapport au projet Néo, là, Oui. vous souhaitez que la pas majorité tromper l'électeur. adopte le logement social? Je pense que c'est important parce qu'on a une crise du logement ici à Bruxelles. Quand on a 1200, 1300 euros de salaire, comme beaucoup de Bruxellois, une fois qu'on a payé son loyer, il ne reste plus grand-chose. Il faut que la région ait une ambition par rapport au logement et par rapport au logement social. Il faut absolument que la région crée du logement social pour faire baisser les loyers pour tout le monde. Mais le pouvoir d'achat, c'est aussi des emplois. Donc quand elle vous dit justement qu'il y a des commerces qui vont être créés, qu'il y a des infrastructures internationales, ça va doper aussi le pouvoir d'achat des Il y a Bruxellois. une société publique de logement, c'est 14 000 emplois dans la création, la rénovation, l'isolation des logements sociaux. Et donc on pense que c'est vers ça qu'il faut aller aussi. Allez, messieurs, on continue notre parcours et on va découvrir ensemble la case chance. C'est vous, monsieur Gossuin, qui allez pouvoir directement répondre à une question d'un citoyen. Regardez. Quand va-t-on changer les lois, des décrets, des écoles, de l'inscription? Parce que j'estime que le parent a droit à choisir l'école pour son enfant. Je trouve que c'est enlever la liberté des parents. Alors, je vais vous demander d'être assez court parce que l'heure tourne. Monsieur Gossuin, sur ce décret mixité, est-ce qu'il faut le supprimer, oui ou non? D'abord, erreur, ce n'est pas le décret mixité, il n'a pas créé plus de mixité. Voilà le genre de proposition dans lequel le politique aime se lancer, alors qu'il y a d'autres priorités. On a commencé avec la déglingue de l'enseignement qualifiant et professionnel. Le décret inscription n'a rien apporté, sinon de révéler qu'il manque beaucoup de place à Bruxelles, et sinon de révéler que le gouvernement de la communauté française a attendu 10 ans pour réagir, pour investir dans le véritable problème, qui est le manque de place dans nos écoles. Et c'est là où on doit travailler, et pas dans des décrets Joël d'inscription. Milquet, on sait que le CDH a justement l'enseignement dans ses compétences au niveau de la communauté française. On entend M. Gossuin dire qu'on s'est trompé de cible. D'abord, il a hérité du décret inscription de Mme Arena et qui répondait avec sans doute une très mauvaise solution, mais à quoi? Au fait que quand vous avez 400 listes d'attente pour une bonne école, comment faire la sélection? Il fallait bien trouver un critère. Et ça, il n'y a personne qui a une alternative crédible. Et donc, on a travaillé pour améliorer de plus en plus. Pour finir, plus de 90% des parents ont leur premier choix. Mais bien sûr qu'il faut adapter le projet et surtout, la première chose, construire des places en plus. Ce que le gouvernement a fait, on a déjà 11 000 places qui sont lancées. Avec toutes les décisions de la Fédération Wallonie-Bruxelles de ces derniers mois, on aura 600 places nouvelles à la rentrée qui vont évidemment diminuer la pression. Et pour l'adapter, moi je suis d'accord avec ce que la dame disait. On doit donner beaucoup plus de place dans les coefficients de choix aux critères des parents et donc aux critères pédagogiques. Revenir sur du partenariat pédagogique de manière globale et alors supprimer le critère de la distance entre le primaire et le secondaire, qui est en fait pas un bon critère. Monsieur Doulkeridis, dans la prochaine majorité, si vous en êtes, est-ce qu'on va continuer à adapter un décret qui est quand même complexe, ou est-ce qu'on va tourner la page et à un moment donné repartir sur une autre base? Je crois que le temps de l'évaluation profonde, il est là maintenant. Donc il faut partir sur une autre base. J'estime avec mon parti qu'on doit surtout donner beaucoup plus de moyens aux écoles qui cumulent le plus de difficultés. Parce que qu'est-ce qui se passe pour le moment? C'est qu'il y a une trop grande partie de la population qui estime que si elle met ses enfants dans certaines écoles, eh bien, ils n'auront pas un enseignement d'aussi bonne qualité que s'ils les mettent dans d'autres écoles où on fait d'ailleurs les fils. Donc, aidons les enseignantes et les enseignants qui font un travail
incroyable dans ces écoles qui sont justement difficiles pour pouvoir faire plus correctement leur job. Et donc, il faut plus d'enseignants dans ces écoles, plus d'encadrement et finalement redonner un peu d'ambition dans ces écoles-là. Si on doit faire des écoles bilingues, faisons-le là-dedans. C'est pas tard. Non. Allez, monsieur De Wolf, sur cette thématique, difficultés, vous étiez en train de dire c'est un peu tard. Oui, donc moi je suis très court par rapport à ça parce que très clair, ce décret n'a pas solutionné un problème mais a créé un problème. Donc nous, on veut Il n'y a effectivement... pas de problème de mixité sociale dans les écoles bruxelloises? Alors, je vais vous dire, moi, je suis d'origine modeste. Quand j'étais gamin, je suis rentré dans l'Athénée à Etterbeek, qui était une grande école. Tout le monde pouvait y rentrer et on travaillait dur pour réussir. C'est ça le schéma quand on veut aider les plus démunis. C'est ça le schéma. Et donc, je veux dire, ce n'est évidemment pas avec un critère de localisation. Vous êtes dans un quartier pauvre, vous allez dans l'école du quartier, que ça va créer une mixité. Ce décret est une mauvaise chose. Il faut l'abolir, il faut faire une évaluation et il faut faire... Monsieur Verboen, vous êtes en train de dire non de la tête. Liberté d'autonomie pour les écoles. Le PTB défend justement ce décret mixité? On défend une mixité sociale dans les écoles. On pense qu'évidemment le décret doit être amélioré et doit être changé. Et ce qui est surtout important aussi, c'est de lutter contre les discriminations qu'il y a dans l'école. Ça, c'est très important. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que la mixité sociale se passe bien? C'est notamment en réduisant le nombre d'élèves par classe. Nous, on prône des classes de maximum 15 élèves par classe jusqu'à 9 ans, 3e primaire, puis après maximum 20. Ça, c'est très important. Il faudra encore plus de places. Il manque déjà des milliers de places à Mais Bruxelles. vous êtes prof, alors. Ça, c'est très important. Et non, mais la question, je ne suis pas d'accord avec ce que M. De Wolf dit. Il faut absolument faire une mixité sociale dans les écoles. On sait que c'est ça qui peut tourner tout l'enseignement vers le haut. Et on regarde l'enseignement en Finlande, c'est l'enseignement qui est le plus performant et qui en plus est le plus égalitaire. Ici, on est dans un enseignement le plus inégalitaire des pays européens et ça, c'est inacceptable en Belgique. Monsieur Vervoort, sur cette question de l'enseignement et du décret mixité à Bruxelles, on sait que ça a cristallisé quand même certains débats à la communauté française. Donc, on parle de toilettage. Jusqu'où on doit toiletter ce décret? Moi, je pense que Balayer, c'est mieux. il vaut aujourd'hui, il est l'heure d'évaluer le décret dans ses objectifs et de se dire qu'à Bruxelles, en tout cas, il a été le révélateur surtout d'un manque criant de place. Et que durant cette législature, les Bruxellois se sont manifestés à diverses reprises auprès de la Fédération Unie-Bruxelles en disant on a besoin de place. Si la région bruxelloise n'avait pas pris ses responsabilités avec le plan école initié par Charles Piquet, on aurait été à la catastrophe. Ça aurait amplifié, entre guillemets, le problème. Ça aurait amplifié le problème. Donc, l'objectif de la mixité, il doit être poursuivi. Croire qu'on va abroger le décret à inscription, ça, c'est faux, c'est impossible. Mais il va falloir l'adapter à la sauce bruxelloise. Parce que je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'avec le boom démographique, si les deux communautés ne se mettent pas autour de la table, comme moi j'ai pu le faire avec Mme Schins et M. Smet, nous n'aurons pas de solution. Tout le monde sort perdant. Nous n'aurons pas de solution. Allez, on va passer à notre dernière petite case, la case surprise avec M. Doulkeridis. Petite jingle et on débat. Il est en train de me dire que c'est sa maman qui va me poser la question, mais non, c'est moi. On va terminer par une question un peu plus... C'est la fête des mères, on verra justement. Une question un peu plus politique, parce que c'est la spécificité bruxelloise. À Bruxelles, flamands et francophones, eh bien, chacun forme sa majorité de son côté. On a entendu ce week-end Bart De Wever, le président de la NVA, dire qu'il fallait un front flamand pour aller négocier avec les francophones. À Bruxelles, on ne sera pas s'empêcher de négocier avec la NVA, du coup. Il aime bien des trucs virils, Bart De Wever. Un front... Enfin bon, c'est pas notre modèle. Donc, et je suis très fier d'être dans un gouvernement qui, sous cette législature, a travaillé dans la plupart des gros dossiers, même les dossiers difficiles, correctement entre francophones et néerlandophones. Ce qui est désagréable pour nous, Bruxellois, c'est qu'on nous demande d'être bilingues. Mais des listes bilingues, on ne peut pas faire. Des écoles bilingues, on ne peut pas faire. Et donc, on ne nous encourage pas à pouvoir créer cette région où tous les habitants 30 secondes, francophones et néerlandophones peuvent vivre ensemble de manière correcte, sans être influencés par Bart ou quelqu'un d'autre. Gouverner avec la NVA à Bruxelles, on va devoir s'y faire. La question ne se posera pas, puisque à Bruxelles, ce sont les néerlandophones qui choisissent leur candidat. Donc à un moment donné, ça se peut qu'on doive négocier si avec la les NVA. partis flamands de Bruxelles, autres que la NVA, choisissent la NVA, c'est qu'ils auront choisi de bloquer Bruxelles. Et ça sera leur responsabilité, et ça sera alors la nôtre de faire fonctionner Monsieur cette Verboen, région. négocier avec la NVA pour le PTB, c'est possible, envisageable? Évidemment, inacceptable, impossible. Mais ce qui est clair, c'est que nous, on a déposé une liste bilingue ici à Bruxelles sur le collège francophone. Nous sommes un parti national bilingue. Et donc ça, c'est important pour nous. Et on se bat aussi contre la NVA en Flandre. Et ça, je pense qu'on est le seul parti ici à le faire autour de la table. Allez, Joël Milquet, négocier, du coup, gouverner avec la NVA à Bruxelles, ça sera peut-être possible? Écoutez, ce n'est pas notre option. Je pense qu'on n'y arrivera pas et qu'on a des partis néerlandophones avec lesquels on travaille, avec lesquels on est en train de faire une véritable identité de projet à Bruxelles, qui ont des théories totalement différentes. Et qui n'iront pas s'allier, eux, avec la NVA. Et qui seront soutenus par les Flamands de Bruxelles.
Le MR a dit jamais avec la NVA. Ça veut dire quoi? Si jamais on est obligé de négocier avec eux, on dissout, on revote, on fait quoi? Non, écoutez, c'est des positions de principe. Je crois qu'il faut être clair pour les lecteurs. Moi, j'avais dit clairement. C'est les dernières positions. C'est de un. principe. Non, j'ai toujours été clair. J'ai dit sur Matin Première, c'était au mois de septembre. On va pas refaire la C'est chronologie. un parti, Non, mais monsieur c'est un Reinders avait dit parti le contraire. bruxellicide. J'ai dit lors du Congrès, ça a été voté par tout le monde, y compris par Didier Reinders, c'était unanime. Mais qui On ne avait dit le donne pas des contraire, qui allumettes. avait dit le On ne donne pas des allumettes à un pyromane. Mais donc, Et je le concrètement, confirme. si les Donc, Flamands avec négocient nous, avec la c'est NVA, non. vous serez obligé de gouverner avec eux Mais si vous êtes de je la ne le majorité. pense pas du tout parce que les Bruxellois sont intelligents, que les Bruxellois ne voteront pas les francophones pour la NVA, ils ne seront pas en mesure de bloquer le gouvernement. Et moi, je ne gouverne pas avec un parti qui veut tuer Bruxelles et la mettre sous tutelle. Monsieur Vervoort, est-ce que vous serez peut-être obligé de gouverner avec ce parti qui veut tuer Bruxelles, dit Monsieur De Wolf? Mais l'enjeu, c'est de laisser aux partis flamands mener leur campagne auprès de leur électorat sans que nous le ramenions chaque fois en disant attention, attention, attention. Je pense que Exactement ce qu'on fait. c'est un peu le défaut ici, c'est toujours l'épouvantail de la NVA. Je pense qu'ils mènent leur campagne. Les partis flamands à Bruxelles ont intégré l'identité bruxelloise, plus ou moins, ça c'est vrai, mais en tout cas, ils l'ont intégré. Je suis d'accord. Et donc moi, je reste optimiste par rapport à ça. Et on va faire une campagne sur le fond avec des débats de fond, comme on vient de faire maintenant. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Demain, on part en